dois justifier à vous, patient, pourquoi, dans votre cas particulier, il faut faire un scanner, madame, et pas une IRM, et pas une échographie, et pas une radiographie, mais un scanner, qui est évidemment l'examen le plus irradiant dans la planète. Après, ça dépendra de l'âge de la personne. Moi, je suis scandalisé quand on fait de la radiographie à des enfants, à des ados. Il faut vraiment qu'on ne fait pas ça comme si c'était banal. Pourquoi eux? La notion de cumul. Voilà. Pourquoi eux? Voir un notaire, oui, c'est pas ce qu'on a vu. Moi, pour moi, pourquoi eux et pas moi? On est fait de la même manière, mais mes enfants et moi, on est fait de la même manière. Sauf que passer une radio à mon âge, à 74 ans, 75 ans, et passer une radio à 10 ans, l'expression du dommage, moi j'ai quelques années à lui. Lui, il a 50 ans, 60 ans. Lui. Il va pouvoir exprimer le dommage sur une durée beaucoup plus grande. Et donc, que le dommage s'exprime. Donner la possibilité au dommage de s'exprimer. Je ne sais pas si je suis bien compris. En plus, il a un métabolisme qui est très différent de moi, le vieux. Moi, ma thyroïde est en sommeil, pas la sienne, etc. Et donc, on a des normes différenciées pour les enfants, pour les aliments, pour plein de trucs. Pas pour être plus prudent vis-à-vis des enfants, simplement pour tenir compte simplement de leur constitution physiologique. C'est tout. Souvent on dit, ah oui, par prudence, non, par précaution. C'est pas la précaution, là, c'est la prévention. Il ne faut pas confondre les deux. Et donc, le médecin doit appliquer ces deux principes. Par contre, il n'est pas censé respecter une limite des 1 millisievert par an pour les doses. Par contre, pour le restant de la... Après, vous dites, ben, tiens, je suis confronté de temps en temps, j'habite pas loin là d'une ligne de chemin de fer où il passe souvent des convois de déchets radioactifs. Vous savez que les convois de déchets radioactifs, les combustibles usés, émettent énormément de radiation. Ils sont détectables, les compteurs, à plus de 100 mètres. Ah oui. Pas souvent la nuit. Il y a une réglementation mais qui est extraordinairement laxiste. En France. Imaginez, si vous avez la réglementation, si vous restez une demi-heure à proximité immédiate, en une demi-heure, vous recevez 1 millisievert, la dose maximale annuelle. En une demi-heure. Ah ben évidemment. Et de camions? Alors, les conducteurs, eux, sont très loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les convois, les castors sont toujours un peu loin. C'est bien pour le chauffeur. Par contre, c'est les manutentionnaires. C'est en gare de triage. Ceux qui les accrochent, etc. Alors, eux, ils peuvent rester un bon moment à côté. Et à proximité immédiate. Et ça, c'est produit. Donc, quand je vois à Bure, il parle de 2 trains par semaine pendant 100 ans. C'est les chiffres, je crois. Qui passe en pleine agglomération. Ah oui, c'est pas la réglementation des transports de matières radioactives, les TMR, le transport de matières radioactives, la réglementation internationale, Euratom, AIEA, c'est eux qui l'ont fondu. Et vous savez pourquoi ces deux organismes sont pro-nucléaires? Eh bien, pour pas que ça coûte trop cher les transports, eh bien, on va autoriser des débits de dose, qu'on appelle des millisieverts par heure, des débits de dose à proximité des convois qui sont très élevés. Parce que si on voulait faire baisser les débits de dose, il faudrait faire quoi? Mettre des carcasses en plomb. Mais là, on transporte plus de plomb que de déchets. Financièrement, c'est grave. Donc, nous, à la CREAD, on a déjà fait des rapports. Si vous allez sur le site internet de la CREAD, vous trouverez des vidéos qu'on a fait. Si vous ne me croyez pas, allez voir les vidéos qu'on a fait sur l'autoroute A7, avec des camions, etc. Avec des cheminots en gare de Cibelin, au sud de Lyon, avec, etc. On a fait plein de vidéos et on peut montrer qu'effectivement, ils sont dans la norme. Hein. Ils sont juste en dessous de la norme. 2 millisieverts par heure au contact. Donc, en une demi-heure, vous avez 1 millisievert. Et le matériel ne reste pas... je veux dire, les trains de roue, des trains, tout ça, il ne reste pas... Non, c'est de l'irradiation. Par
contre, il y avait un problème avant sur ces convois qui apparemment a été réglé, mais à mon avis, il n'est pas complètement, c'était de la contamination. C'est-à-dire que c'était de la radioactivité à l'extérieur du conteneur, du castor, sur le ballast, sur les tampons, etc. Il y avait de la radioactivité là, et quand les cheminots, quand ils manipulaient les trucs, ils se retrouvaient, eux, contaminés. Parce que quand ils chargent ces trucs-là, ça baigne la radioactivité. Vous imaginez, ces combustibles, pour les transporter, on est obligé, on ne peut pas les transporter sous air. Il faut les transporter dans l'eau, dans de l'eau. Et l'eau est radioactive, etc. Donc transborder des combustibles usés qui sortent de la centrale, c'est des grappes, hein. En fait, il faut les là-dedans. On n'a pas retraité encore. Ça dégueule un peu partout, il faut les reconnaître. Et sur les centrales nucléaires, vous avez toujours une zone à l'intérieur de la centrale, là où on charge les combustibles usés, et qu'il y a toujours une zone de contamination du sol. Et donc avant, il y avait souvent des poids. Il semblerait, et après, c'est pas nous qui sommes les contrôles, on n'est jamais amené à le faire, on ne nous demande pas de le faire, il semblerait que les choses se soient arrangées du côté contamination. Mais il y avait ce problème-là. Autour des centrales nucléaires, il y a aussi des émanations. Il y a toutes les installations nucléaires, toutes, sont autorisées à rejeter des éléments dans l'air et dans l'eau. La petite cheminée là qu'on voit. Alors, sur la centrale nucléaire, c'est pas les grandes tours. Hein. Ça, c'est Non, mais vous avez à côté du bâtiment réacteur, sur une centrale nucléaire, vous avez à côté du bâtiment une petite cheminée qui dépasse juste le dôme. C'est là que sortent les gaz. Et vous avez un tuyau qui va dans le fleuve ou dans la mer qui évacue les rejets liquides. À Soulaine, vous avez une petite cheminée aussi, là où on contacte parce qu'il y a des trucs dedans, de temps en temps, on sort et ça part à la cheminée. Autour des sites, ou dans les sites, il y a chaque fois des détecteurs, ou je ne sais pas comment. Mais il y a les contrôles de l'exploitant. Oui, il y a des contrôles. Alors, les contrôles de l'exploitant, c'est pas zéro, mais nous, on a pu démontrer que, nous, la CIRAD, quand on nous a sollicité pour évaluer quelle était la pertinence des contrôles faits par l'exploitant, est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Où est-ce qu'il a placé ses balises, ses instruments, qu'est-ce qu'il relève, qu'est-ce qu'il prélève dans l'environnement pour l'analyser au labo, dans l'eau de la nappe, etc. Il fait des mesures, l'exploitant, c'est clair. Oui, il fait des contrôles. Sauf que nous avons pu démontrer que c'était pas toujours pertinent, que les balises n'étaient pas placées au bon endroit par rapport au vent, par rapport à plein de choses. Dans le fleuve, c'est pareil. Si vous mesurez dans l'eau, pendant un premier temps, vous pouvez ne rien voir. En moment où il n'y a pas de rejet, vous ne voyez rien dans l'eau. C'est eux qui font le rejet, donc il sait bien. Je ne fais pas des procès d'intention là. Hein. Je dis simplement que les systèmes de surveillance des installations nucléaires sont très souvent non pertinents. Oui, il y a des tas de mesures. Vous pouvez y avoir accès à ces mesures. L'exploitant communique beaucoup là-dessus. Il en aura, je vous dis, des milliers de mesures qu'il fait chaque année. Sauf que, est-ce que ces mesures sont pertinentes pour évaluer l'état réel de l'environnement? Parce que vous pouvez faire des milliers de mesures et ne rien voir du tout alors qu'il y en a de la radioactivité. Si vous prélevez au mauvais endroit un échantillon qui n'est pas représentatif, vous faites une analyse qui ne regarde que certains radioéléments et pas d'autres, vous passez complètement à côté. Hein. Et je dis, ce ne sont pas des procès d'intention. Nous avons pu démontrer que ces installations rejettent la rue. Nous, on les retrouve, les becquerels, à la sortie. Dans les sols, dans la vigne, on les trouve, les becquerels. Dans les cerises, mais on n'a rien le droit de dire. Enfin, on n'a rien le droit de dire. Si, on le dit, évidemment. Mais on ne peut pas attaquer en justice puisque ce sont des rejets légaux. C'est légal. C'est légal. Donc il suffit de jouer sur les gens. Si vous allez chercher sur le journal officiel de la République française, vous allez trouver les rejets autorisés de Soulaine. Bah oui, c'est autorisé.
Donc, vous ne pouvez pas porter plainte contre l'Andra en disant « Ah, c'est un scandale, vous avez rejeté. » Non, c'est autorisé. Soulen, c'est une centrale. Non, Non. c'est un stockage. C'est un stockage. Non, mais ils ne rejettent pas beaucoup. Par rapport, alors, l'usine qui rejette le plus que tout le monde, autant que toutes les centrales nucléaires du monde, c'est la Hague. Ah, oui, c'est sûr. Et vous la retrouvez, la radioactivité de la Hague, jusque dans les fjords de Norvège. Alors, Fukushima, les eaux qui s'écoulent à Fukushima, ça fait le tour de la planète ou pas? Alors, on ne sait pas où va la radioactivité Fukushima à l'état actuel des choses. Une partie se fixe sur les côtes, ce qui fait que tout ce qui est animaux côtiers, là, le long de la côte de Fukushima, la pêche, la chasse, la pêche, la cueillette est interdite. Comme normalement autour de la Hague, on ne doit pas, il y a toute une zone où normalement on ne doit pas cueillir, c'est surtout les crustacés, les mollusques, les animaux côtiers, quoi. Les poissons du large. Alors Fukushima, aujourd'hui, on ne sait pas où part la radioactivité, mais elle continue à partir. Enfin, ils ont réglé en partie le problème en relevant les normes d'exposition pour la population. Ah, ça, c'était après l'accident. Aujourd'hui, grâce à la population japonaise, on n'en parle pas, mais elle se bagarre. Ah ouais, quand même. Ah ouais. On voulait leur appliquer les normes qu'on nous appliquera à nous. Eux, ils ont réussi à faire baisser ces doses annuelles. Nous, en cas d'accident nucléaire, en France, nous appliquerons 100 millisieverts sur les 3-4 premiers jours de l'accident, pas d'urgence. 100 millisieverts en quelques jours, dans le temps. Et en dessous de 100 millisieverts, on n'aura rien à dire, c'est notre gouvernement qui l'a décidé ça. Et sur le long terme, sur les années après, comme le sont les Japonais aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont à 8 ans après la guerre. Eux, ils ont réussi à faire baisser, à faire revenir la limite à 1 millisievert, à faire baisser les normes sur les aliments jusqu'à 100 becquerels par litre par kilo. Nous, qu'on devra appliquer en France, 20 le Bexel millisievert par par rapport. an. 20 millisievert par an. Quand les autorités japonaises ont tenté de dire, après la catastrophe, par les premiers jours, c'est-à-dire, les limites pour le public, ce sera 20 millisieverts. Les Japonais, ils ont gueulé, hein. Et ils ont obtenu, alors, plus ou moins rapidement, mais qu'on revienne à une situation dite normale. Donc ils sont revenus aux normes qu'ils appliquaient avant. Oui, mais en même temps, elles ne sont pas appliquées vraiment. Voilà. Mais Enfin, au moins, officiellement, je dirais, dans le langage, on dit, oui, on est revenu à 1 millisievert. C'est pas vrai. Il y a des zones qui ne sont pas évacuées, où il y a les gens qui vivent, où on est au-delà du millisievert. Ils ont laissé revenir alors que c'était prévu. Et on les pousse à revenir. Vous pouvez rappeler Becquerel millisievert? Alors, ça, c'est la question à 1 000 euros. C'est parce que vous parlez du Becquerel. Je veux bien y répondre, mais c'est deux notions très différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tout ça, c'est des unités de... Alors, c'est une unité de physique, c'est le Becquerel, et le nombre de désintégrations par seconde dans une quantité de matière. On parlera de Becquerel par litre, par kilo, Becquerel corps entier, Becquerel par mètre carré de sol, par mètre cube d'air. Ouais. C'est le nombre de désintégrations d'atomes radioactifs donc, qui se désintègrent par seconde dans une quantité de matière bien définie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'activité. Autrefois, on raisonnait en curie. Alors c'est juste, je ne sais pas comment embrouiller, c'est parce que c'était l'unité de Marie Curie. Et l'unité de Marie Curie, c'était le gramme de radium. Et un gramme de radium, dans un gramme de radium, il y a 37 milliards de désintégrations par seconde. Donc 37 milliards de becquerels dans un gramme de radium. C'est pour ça que vous avez compris que nos gens du nucléaire n'ont jamais vraiment accepté de passer au becquerel. Ils voulaient rester au curie. Ça fait moins de 0. Ça fait beaucoup moins. On parlait en millicurie, en microcurie. Ah, parce que des micros, alors c'est des milli, c'est des rien du tout. Oui, mais des millicuries, c'est des millions de becquerels. Hein? Alors c'est vrai qu'ils n'ont jamais accepté ça. Donc le becquerel, l'activité.
Le Becquerel ne vous dit pas si c'est dangereux ou pour moi, pour ça. Ça vous dit cet objet il crache, comme on dit. Il émet des radiations ou il n'en émet pas. Il y a une activité ou il n'y a pas d'activité. Voilà. Donc c'est le type d'activité. Le sievert, c'est les dégâts causés non pas par les Becquerel, mais par les rayonnements émis par les atomes radioactifs. Ce n'est pas les Becquerel qui causent les dégâts, c'est les rayonnements émis par les atomes radioactifs dans un milieu vivant. On ne parlera pas de sievert dans un caillou. Oui, il peut recevoir des sieverts, le caillou. On parlera à ce moment-là en grès, c'est une autre unité dont on parle. Quand on parle de sievert, c'est qu'on parle de dégâts dans une matière vivante. Et en l'occurrence, notre corps. Désolé pour les animaux, désolé pour les petites bêtes, les plantes, etc. Qui font pourtant partie du vivant, mais on ne leur applique pas les mêmes unités que nous, par rapport à un niveau en fait. Donc pour nous, c'est du sievert. On sait que le sievert, ça correspond à des dégâts. Alors on dit, des dégâts, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le nombre de cellules endommagées, mortes, etc. Alors, il dit, c'est un sievert, c'est combien de cellules? C'est pas comme ça qu'on fait des calculs. On va calculer le sievert, c'est un calcul, ça ne se mesure pas, c'est un calcul, c'est le résultat d'un calcul, en faisant des hypothèses. Par exemple, je suis allé, j'ai mangé, alors soit je me suis fait irradier par des rayonnements qui viennent de l'extérieur, soit j'ai mangé de la radiation. Un exemple, si l'été prochain, vous allez faire un petit tour en montagne dans le Mercantour, c'est ça, hein? J'aime bien la montagne. Moi. Vous savez qu'il y a des résidus de Tchernobyl là-bas? Et qu'il y a des endroits de l'herbe est très jolie, mais le sol est radioactif. Si vous avez un compteur GGR, comme ceux qu'on voit en pirate, vous le posez au sol et vous voyez que c'est radioactif. Le compteur GGR, il va vous dire il y a du rayonnement qui vient du sol. Si vous dormez là, par terre, dans une toile de tente, eh bien, votre corps va être irradié de la tête aux pieds entièrement, et vous pouvez calculer le nombre de millisieverts en fonction du nombre d'heures que vous allez dormir là. D'accord? C'est pas interdit d'y rester? C'est pas non, c'est un parc naturel. C'est Nous, on voulait baliser ces endroits avec du plâtre pour dire aux campeurs, allez, plante là. Et le parc naturel du Mercantour nous a menacé de porter plainte pour dégradation de parc. Ça la fout mal quand même, c'est vrai pour un parc. Mais les gens qui, moi tous les gens qui vont dans le Mercantour, je leur dis mais c'est un endroit magnifique, allez-y, hein, moi j'y vais. Mais ne mettez pas vos plantes n'importe où. Non, surtout pas. Passer en marchant, ça c'est rien. Après, vous avez, au moment de Tchernobyl, certainement mangé un petit peu de fromage, je ne sais pas, de viande. Il y avait du césium 137 là-dedans qui venait de Tchernobyl, voire de l'iode 131, deux éléments radioactifs. Vous les avez mangés. Comment calculer le dégât dans le corps? D'abord, vous êtes un adulte. Si vous étiez un enfant, ce serait différent. Vous avez mangé combien de becquerels? Vous avez fait analyser vos aliments à la CLIRAD. À la CLIRAD, vous a dit, dans par exemple le fromage, il y avait 10 000 becquerels. Oui, les premiers jours, c'était ça, 10 000 becquerels par kilo. Vous n'avez pas mangé 1 kilo, vous en avez mangé 100 grammes. 200 grammes. Vous avez calculé combien de becquerels de césium 130. Oui, mais il n'y avait pas que du fromage dans votre assiette, il y avait aussi de la salade, et du pain, etc. Donc vous faites votre petit calcul et vous allez voir combien de becquerels de césium 137 vous avez mangé dans la période de mai à septembre de 86. Et vous avez des tableaux qui sont disponibles sur Internet qui vous disent combien de millimicrosieverts vous donne l'ingestion d'un becquerel de césium 137 pour un adulte. Et vous pourrez calculer la dose en millisieverts que vous avez reçu l'année 86. C'est le résultat de calcul.
ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit, en gros, en France, on a reçu un millisievert. En moyenne, avec Tchernobyl, l'année de Tchernobyl, ça ne sort pas d'un chapeau, ce chiffre-là. Nous, c'est une estimation qu'on a fait en fonction de ce qu'on a mesuré, l'année 86, et du bol alimentaire des Français. Sachant que là-dedans, il y a des gens très particuliers, en particulier les bergers corses. Eux, ils ne mangent pas comme les autres. Les gens qui vivent dans le Jura, les Vosges, dans la montagne, ils ne mangent pas comme les autres. Ils ne mangent pas comme le Parisien, etc. Donc il faut nuancer tout ça. Hein. Mais on peut faire un calcul, et le millisievert et le résultat du calcul. Et pourtant, le nuage, c'était arrêté à la frontière. Oui, Le professeur ça. Pellerin. Pardon? Oui. La mauvaise information qu'on a en France, est-ce que c'est, enfin nous, population, concernant le nucléaire, est-ce que c'est la même chose dans les autres pays d'Europe, Belgique, Allemagne? Est-ce que les gens, cette mauvaise information sur le nucléaire, est-ce que on la Parce que le mensonge est mondial. Bah oui, dans la mesure où c'est le radio. Hélas, alors, je dirais, j'ai pas fait d'enquête exhaustive sur plein de pays. Moi, je peux dire que quand nous, la CIRAD, on va à l'étranger, quel que soit le pays, on est sur une autre planète par rapport à la France. Il y a une obsession française, un déni français par rapport au nucléaire, à la radioactivité. C'est désespérant quand on rentre chez nous, ici en France. Même quand on va au Japon, tant qu'un pays où on dit oh là là, c'est dur là-bas, c'est dur. Même en URSS, ils n'ont pas la même approche du nucléaire. Alors moi je ne sais pas d'où ça vient ça, mais il y a un problème français qui est vraiment collé à l'atome. On dirait qu'on a des atomes bleu, blanc, rouge chez nous. Bon, bah, surtout, c'est 58 On a Marie Curie, on a Becquerel, ben oui, et alors? Mais le militaire russe, il n'est pas terrible non plus. Hein. Hein? Le militaire russe, il n'est pas. Bien, mais le discours, moi, je ne dis pas que c'est un modèle, je dis le discours par rapport à la radioactivité. Chez nous, il y a un discours qui est vraiment du déni. Ce que j'ai présenté là, vous ne verrez jamais ça dans une université américaine ou russe, hein, ça. Jamais. Non, ça c'est français, hein, je vous le dis. C'est impressionnant. Moi, ça m'énerve parce que, oui, parce que quand on va à l'étranger, ben, on peut parler, on peut discuter. On n'est pas d'accord sur tout, c'est normal. Je veux dire, la controverse scientifique, elle est saine. Quand on est dans le déni, on n'est plus dans la controverse. Quand vous avez en face de vous des murs, non, c'est terrible. Nous, quand on a démarré la CIRAD, en 86 ans, on n'avait aucune expérience, hein, on est des bleus. Hein. Donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille voir un petit peu à l'étranger, parce que chez nous, alors là, on a frappé à toutes les portes. Au CEA, à l'université, etc., à EDF, toutes les portes. On a compris que ce n'était pas la peine. On est allé en Angleterre, au NRPV, l'équivalent des organismes français. C'est des nucléocrates, les Anglais aussi. Hein. Je ne vais pas les présenter un modèle, mais on est allé à Londres, au siège des organismes officiels anglais, qui s'appelle le NRPV, National Research Protection Board. Là, je porte son collègue. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait consulter tous vos rapports sur l'environnement de Sélaphine. Pas de problème, vous installez. Tous les documents sont là. Vous voulez faire des photocopies? Pas de problème. Ah, on n'est pas retenus, nous. Nous, les chiffres, nous, on cherchait des chiffres officiels pour Tchernobyl en France. Parce que nous, au début, on avait un petit labo, un tout petit labo. Bah, donc, on voulait des chiffres officiels. On savait qu'il y avait des mesures qui étaient faites par les exploitants, par plein de gens. Impossible de les avoir. On a frappé à toutes les portes pour ça, pour les avoir. Impossible de les avoir. Il n'y en a pas un qui a vendu la mèche. Et ça, c'est vraiment des salauds. Je suis désolé de le dire. On l'a su après, quand on a porté plainte en justice contre l'État français, à cause de Tchernobyl, et qu'on a découvert par les perquisitions des gendarmes dans les centrales nucléaires, au ministère. Ils étaient tous au courant que le nuage était là. Tous. Non, pas un. Ça, c'était de la lâcheté quand même. Mais
c'est pour ça que je dis, nous, impossible. On va en Angleterre, ah non, vous voulez savoir tous les chiffres, mais on a eu tous les retombées de Tchernobyl sur l'Angleterre. J'étais pas mal non plus, hein, il n'est pas ridicule. Vous avez tout de suite. Il suffisait de demander. On ne va pas demander une carte d'identité pour ça. C'est normal. Pardon? C'est normal. Vous avez demandé une carte d'identité. Pour consulter. Ah, moi, je trouve que c'est normal. Je suis un citoyen, c'est tout. Je n'ai pas à présenter des papiers d'identité pour consulter des documents qui ont été élaborés avec mon argent. Parce que tous ces rapports, ils sont faits avec de l'argent public. Et quand on me dit, vous n'avez pas le droit de les consulter, je dis, alors ça me met encore plus en colère. Bon, je suis pas à cheval sur l'argent, mais quand même. Ce qui est Et fou, la c'est- Belgique, elle a une attitude comme la France ou comme... C'est un peu plus ouvert. Oui, oui, il y a un côté, alors je ne connais pas du côté flamand, mais je connais le côté wallon. On a travaillé, nous, on a fait des trucs en Belgique, nous, la Carade, hein. Je ne présente aucun pays comme modèle, hein. Mais c'est quand même plus cool. Nous, c'est vachement tendu en France. Les affrontements, ce qui est expliqué ici, ce que vous vivez ici dans le secteur avec Soulaine, avec CGE, etc., mais c'est pas unique. Là, c'est un peu dur, il faut le connaître, mais c'est global. Nous, pour percer la CRIRAT, pour arriver à exister, il a fallu se bagarrer. Hein. Il a fallu se bagarrer. Il a fallu démontrer qu'on était super compétents. Et nous, on savait qu'on n'avait aucunement droit à l'erreur. L'erreur scientifique, je ne parle pas du mensonge. Une erreur, ça peut arriver. Hein. Ben non, non, ça ne doit pas arriver. Nous, c'est ce qu'on a dit à tous les gens à la CRIRAT, tous les gens qui travaillent au labo. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Et là, ils nous disent, ah oui, mais si j'avais été embauché à l'IRSN ou à l'Andra, alors là, ben oui, mais tu es à la CRIRAT. Tu n'as pas droit à l'erreur. Mais les Belges, pour dire, nous, on est extrêmement frontaliers, la frontière est à 500 mètres au-dessus de chez moi. Les Belges, de l'autre côté, à 500 mètres, ils avaient interdiction par le gouvernement de ne pas manger ni le lait, ni les viandes, ni les volailles, ni les laitues. Voilà, rien du tout. Ça, c'est Et un nous, de l'autre exemple. La côté, manière savait dont par les les Belges. pays européens ont géré Tchernobyl est un exemple qui peut illustrer. On est le seul pays d'Europe à n'avoir pas retiré un seul kilo de produits alimentaires. Le seul. Ils ont eu des ordres avec EDF, compagnie militaire, de la fermer. Je pense que Pellerin, il a été obligé de dire ce qu'il... Est-ce que Pellerin, c'était volontaire, Ah, mais- justement, où est-ce qu'il était Non, les pèlerins, on a pu démontrer, nous, la CRIRAT, qu'il avait menti. Pas ça, C'est-à-dire qu'il avait des bons chiffres et qu'il a donné des mauvais. Il a été mis en examen, Pellerin, il était bon. pour diffusion, tromperie sur la marchandise. Ah oui, c'est tromperie sur la marchandise. Mais il n'a pas été inculpé, hein. Il a été mis en examen. Et c'est qui, Il c'était Il a qui fini à Pellerin? l'OMS. Pardon. C'était qui Pellerin? Pellerin, c'était le responsable du C'est service central de protection contre les rayonnements ionisants en 1986. C'est lui qui était chargé d'élaborer toute la communication autour de la radioactivité de Tchernobyl. Service central de protection contre les rayonnements ionisants. C'était un service qui dépendait du ministère de la Santé, et seulement de la Santé. Mais lui, c'était le patron, et c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps à l'intérieur. Il était un peu caractériel. Quand vous rentriez au SCPRI comme salarié, vous deviez signer un papier de confidentialité qui commençait par je m'engage à ne diffuser aucun voilà, y compris après ma mort. Et il poussait. Loin. Voilà. Dans le nucléaire, C'était un obsédé. Les photocopieurs, alors, c'est pas très courant à cette époque-là, mais les photocopieurs étaient interdits. Les ordinateurs étaient interdits, tout devait être rempli à la main pour que rien ne puisse sortir. Bon, un document intéressant, c'est celui que l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, je crois, où l'IPSN s'est procuré auprès du CEA, en lui demandant les résultats qu'il avait pu obtenir par ses capteurs
au moment même, au lendemain du passage du nuage de Tchernobyl. Et je crois que ça va intéresser les personnes qui sont ici. Verdun, il y a un capteur de CEA parce qu'on a Une ogive nucléaire. un camp d'approvisionnement militaire, etc., avec des ogives nucléaires. Donc Verdun, il y a un capteur du CEA, et dans la liste, Verdun est en deuxième position. Alors, je tempère un peu dans la mesure où, par exemple, le Mercantour ou encore la Corse n'ont pas de capteur. S'il y en avait un en Corse, mais comme il s'était mis en alarme, il était chez les pompiers. Et là, il n'y avait pas de militaire, là, c'était chez les pompiers. Et les pompiers, ben, ils sonnent l'alarme, donc ils appellent le préfet. Et le lendemain matin, il n'y avait plus le truc qui avait été dévissé de la Corse. Non, Mais ça, il y a une preuve, c'est raconté dans un film, un documentaire que vous pouvez visionner qui s'appelle Autopsie d'un mensonge. Tchernobyl, Autopsie d'un mensonge. C'est un réalisateur, il a retrouvé les gens, il montre très bien à quel endroit la sonde était extérieure et elle a été dévissée dans la nuit. Et vous pouvez demander aux pharmaciens ici combien on consomme de lévothyrox ou de l-thyroxine, etc. Autre point qui montre Mais le à quel pharmacien, il point ne va pas vous le dire nucléaire ça. C'est pas la peine de demander au pharmacien, il vous le dira pas. ment. Je suis allé une fois à une conférence, encore, je ne sais plus si c'est le prix ou l'IPSN, sur la radioactivité. Et ce que j'ai remarqué, Un peu comme ce soir. oui, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne parlait que de la contamination extérieure. Hein. Et en disant, de toute façon, on ne risque rien parce que la peau permet de retenir le rayonnement alpha, etc., etc. Il n'y avait pas un mot sur les contaminations possibles par ingestion et par inhalation. Pas un mot. Et c'était une conférence sur la radioactivité. C'est pas vrai. Et d'un organisme officiel de protection contre théoriquement le rayonnement ionisant. Je suis d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine utilité à faire ce genre de conférence, de débat. Est-ce que les contenus d'iode en Belgique, tous les gens habitant dans un rayon de je ne sais plus combien de kilomètres de la centrale de Chaux, entre autres, on a reçu des comprimés d'iode à donner en cas d'accident nucléaire? C'est quelque chose qui est utile? Alors, moi, je pense que tous les Français, et en tout cas c'est mon cas, devraient avoir des comprimés d'iode-TAP chez soi. Ça coûte pas cher, 7 € la boîte pour une famille, mais ça peut rapporter gros. Je peux en avoir. En cas de contamination d'iode radioactive dans l'environnement, mais seulement contre lui, par les autres radioactifs. Par contre, c'est assez efficace pour protéger la thyroïde à condition d'être pris, d'être incorporé, d'être ingéré, avant d'être exposé à de l'iode radioactif. Alors en France, on a décidé de les prédistribuer, de les mettre, de prédistribuer, en fait c'est un peu compliqué. On invite tous les gens qui sont dans un rayon de 10 km autour d'une centrale nucléaire, on les invite à aller chercher ces comprimés à la pharmacie, ils sont gratuits. Mais au-delà de ce périmètre-là, qui va être élargi à 20 km mais sans distribution d'iode, apparemment, c'est un peu galère pour les avoir. Moi j'ai fait plusieurs pharmacies avant de trouver un pharmacien qui veuille bien dire ah ben oui, moi je vais vous les commander. C'est pas des stocks limités parce qu'en cas d'accident, ils ont des stocks. Sauf que les pharmaciens, je ne sais pas pour quelle raison, c'est complètement idiot parce qu'ils gagnent de l'argent. Beaucoup d'argent. Sur une petite boîte, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais je ne vais pas dire combien, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas les vendre. Et j'arrive pas à comprendre leur raisonnement. Un raisonnement complètement tordu, parce que moi j'ai posé des questions, et là la pharmacienne elle me dit ah oui, mais vous vous rendez compte, c'est un médicament. Il soigne de quoi? Non, il ne soigne pas. Non, il soigne pas, c'est préventif. C'est préventif, c'est pas un médicament. Est-ce qu'il faut une ordonnance? Ah oui, il faut une ordonnance. C'est sûr. Non,
non, c'est pas vrai, c'est complètement faux. Et puis, là, vous ne voulez pas me le commander, vous ne l'avez pas, ok, mais il y en a chez votre grossiste, il a un stock. Elle me dit, ah non, je ne vais pas vous le commander, vous seriez capable d'avaler la boîte. Alors là, je suis parti en disant, vous me prenez pour un con. Ils ont un mot d'ordre, il ne faut pas les discuter. Je pense que Oui, voilà. les jeunes mariés, là, sur la zone de Canon, ils distribuent, vous mariez, coucou, là, la petite musique, pop. Invitez le autour, les mariés, on leur offre ça, petit machin, sympa. Et quand vous aurez le bébé, Vous avez la dame qui vouliez intervenir? Oui, j'ai une remarque à vous faire et puis une question à vous poser. Ma remarque, c'est que en tant que médecin qui était hospitalisé et également à travailler auprès d'enfants, et d'enfants plus grands et de petits, je pense que effectivement, vous pouvez apporter une approche par le fait qu'il n'y a pas de zone, de dose limite qui soit imposée aux médecins. Je voudrais quand même rappeler la démarche qui est la plus fréquente du médecin, c'est la démarche bénéfice-risque d'une part. Bénéfice-risque, Ah oui. moi j'ose l'espérer. Deuxièmement, une démarche scientifique. Et troisièmement, une démarche de moyens disponibles sur place. Et voilà. Donc j'ai trouvé votre argumentaire un tout petit peu simpliste. Je tenais à préciser un petit peu les choses là-dessus. Sinon, Non, mais je pense que, excusez-moi, je pense que c'est ce que j'ai dit, surtout que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait un dialogue entre le patient et le médecin. Un dialogue. oui, je sur pense le choix que à faire. vraiment, en ce qui concerne, vous l'avez dit, la femme enceinte, c'est vraiment une prise de conscience qui a lieu, qui est vraiment faite de façon constante, notamment dans les services d'urgence, etc. De même que pour l'enfant, pour encore une fois avoir eu à prendre en charge des enfants. Je crois qu'il y a vraiment une grande notion de la toxicité des rayons par rapport à l'enfant qui est un être en Je développement. reconnais une évolution positive, mais excusez mon impatience, parce qu'à mon âge, je dis j'aimerais quand même mourir avant de... Et en voyant que les médecins, dans leur globalité, je ne parle pas pour vous, visiblement vous avez réfléchi à la question, ont pris en conscience de l'esprit de la radioprotection. Parce que, je vais vous dire que moi, à la CIRAD, nous recevons au moins 1 ou 2 appels par semaine de personnes, pas forcément des adhérents, qui disent, voilà, j'ai une question à vous poser, et je dois passer un scanner, qu'est-ce que je fais? Je voudrais savoir. Moi, je tiens le discours, discutez avec votre médecin. Je ne dis pas, il faut faire ou pas faire, surtout pas. Je dis, attention, je ne suis pas le médecin. Je dis simplement, il faut bien réfléchir. Il y a un risque avec des doses. Il y a un risque. Il est très très faible, il est moyennement faible, il est, etc. Il est gradué sur la répétition de ces examens, etc. Et c'est à discuter avec votre médecin. Mais il faut être en confiance avec le médecin. Et ça, c'est vrai que des fois, moi je constate que du coup, les gens disent, mais alors, je ne peux plus faire confiance à mon médecin, je sens qu'il me dit des choses qui ne sont pas correctes là. Ça, c'est difficile à gérer pour moi. Parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une rupture de la confiance. Au contraire, je pense que toute la relation médecin-patient, elle est basée sur la confiance. Et un médecin, des fois, en voulant rassurer, il peut faire perdre la confiance. Et ça, je trouve ça idiot. Voilà, maintenant, si vous voulez poser... Et donc la question, c'était autour du radon dans les maisons. Vous avez parlé de ça, et est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors, oui, le radon, c'est un gaz, donc, qui est radioactif. C'est un descendant de l'uranium. Je vous ai dit que l'uranium, il y en a partout. En moyenne, sur la planète, c'est une moyenne. Il y en a 40 becquerels, donc 40 désintégrations par seconde d'uranium 238 dans 1 kilo de terre. 40, c'est pas rien du tout. D'uranium. Donc ça veut dire ça produit du radon, tout ça. D'accord? Après, ce radon, il est dans le sol. Comme il a une demi-vie de 3,8 jours, quand il est bien enfermé dans le sol, il va se désintégrer
assez rapidement, et puis il va rester dans le sol. Les descendants sont solides. Le radon ne viendra pas à la surface. Par contre, comme c'est un gaz, s'il a la possibilité de sortir du sol, de se mélanger à l'air, puisque c'est un gaz, et à l'air, on le respire. Alors, quand c'est à l'extérieur, l'air est tellement mouvant, etc., il se dilue très très vite. À l'extérieur, on trouve quelques becquerels par mètre cube de radon. Il y a 15, 10 becquerels, suivant les régions, suivant la météo, suivant les plafonds nuageux, etc. Par contre, dans la maison, l'air ne circule pas comme à l'extérieur, et vous pouvez avoir une maison qui est une vraie hermétique, et le radon arrive par en dessous, par le sol, peut-être par les murs, mais surtout par le sol. Il va se concentrer et son niveau va augmenter dans la pièce. Et évidemment, on respire, qui se désintègre, s'il se désintègre l'atome de radon quand il est dans les poumons, toute la fin de l'histoire du radon, les descendants jusqu'au plomb, ça se passe là-dedans. Ça va émettre des alphas, des bêtas, des gamma, et ça vous donne du plomb à l'arrivée. C'est pas sympa tout ça. Donc, quand un atome de radon se dégage dans le poumon, ça ne fait pas une radiation qui va irradier le poumon, mais 7 radiations différentes. Ça va bombarder 7 fois. C'est énorme. C'est pour ça que c'est reconnu comme cancérigène du poumon. Et c'est la deuxième cause, derrière le tabac, du cancer du poumon. C'est la deuxième cause. Oui, comment Reconnue. on mesure et comment on sait où sont les zones à haut risque? Alors, il y a On ne parle effectivement pas de ça. la seule certitude, c'est la mesure. Quand vous faites une mesure chez vous, vous ne posez pas de questions sur votre sous-sol, machin, la maison, les constructions. Vous faites une mesure, la réponse, c'est la mesure. Si vous voulez savoir quel est dans ma région le risque, il faut étudier les cartes de géologie, le sous-sol. Si vous êtes dans des zones granitiques, bah, évidemment, il y en a beaucoup plus que dans des zones sédimentaires ou dans des zones calcaires. D'accord ? Mais ce n'est pas une certitude, parce que ce radon, il peut venir de loin. En surface, vous pouvez avoir du calcaire, mais du granit en dessous, de l'argile ou inversement, etc. Donc, pour moi, je considère qu'a priori, toute région est à risque. Toute région est à risque. Mais, préférentiellement, le Massif central, la Bretagne, les Vosges, sont des régions à risque. C'est connu. Bon. Après, ça dépend maintenant, on s'aperçoit, et ça c'est un boulot de la CRERAT, ça dépend aussi beaucoup de la technique de la construction. Autrefois, on vivait dans des maisons courant d'air. Il n'y avait pas de fermeture qui fermait correctement. Du coup, le renouvellement d'air dans la pièce dans laquelle on dormait, il était constant, permanent. À mesure qu'on a isolé les bâtiments, on a fait des cloches. Eh bien, le problème radon s'est amplifié, énormément amplifié. Nous, on a fait un exemple, à la CRERAT, on a un laboratoire qui est à Valence, donc dans la plaine sédimentaire. Zone très pauvre en uranium. Mais il y en a un peu dans tout ça. Et on a fait un bâtiment hyper hermétique, labellisé, machin, je sais pas quoi. Et bien, on s'est retrouvé avec des 600 becquerels dans notre bâtiment, par mètre cube. Alors qu'à l'extérieur, on est à 5 ou 10 becquerels par mètre cube. La cloche. Et on a tout de suite compris que c'était le moment où les ventilations s'arrêtent. Parce que comme on a un bâtiment cloche, on renouvelle l'air, évidemment. Mais le renouvellement de l'air, il n'était pas suffisant. Et on a trouvé la solution, et aujourd'hui c'est nickel. Parce que nous, en plus, on fait des mesures de radioactivité au labo, oui. Donc, que le niveau de radon à l'intérieur du bâtiment monte comme ça, c'est pas bien pour nous. Nous, les salariés, surtout les salariés. Mais c'est aussi un problème pour le laboratoire, parce que le niveau de rayonnement ambiant de le labo monte. D'accord. Donc il y avait une urgence, une nécessité. Et on a trouvé la technique, c'est en mettant le bâtiment en surpression, parce qu'on a une centrale de traitement de l'air qui est géniale. On envoie plus d'air dans le bâtiment qu'on en fait sortir, donc il y a une légère surpression. Et du coup, le radon ne rentre pas dans le bâtiment.
Et on a un niveau aujourd'hui de radon dans le bâtiment qui est du même ordre que dehors. Mais qui mesure le radon dans sa maison au Hein? quotidien? Comment on mesure le radon au quotidien dans sa maison? Alors, il y a, si vous n'avez pas entendu parler du radon, j'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps, alors eux ils ont entendu parler du radon. Dans le Massif central, on en parle, en Ardèche on en parle. Nous on fait des milliers de mesures de radon chaque année, nous la CIRAD. Chez les particuliers. Alors, là où il y a obligation aujourd'hui, les seules obligations, ce sont dans les lieux recevant du public. Donc école, crèche, garderie, lycée, prison, etc. Ça, c'est obligatoire. Dans certaines régions, pas partout, pas ici. Par contre, chez les particuliers, il y a une obligation. Vous pouvez vendre votre maison, dans laquelle vous allez faire tous les diagnostics plomb, blanchiment, etc. Le radon n'est pas dedans. C'est dommage. C'est dommage. Ça coûte pas cher une analyse de radon, ça coûte 20, 30 euros. Qui est-ce qui fait ça? Ben, nous, la CIRAD. Oui, vous êtes là. Non, on vous envoie un capteur c'est un capteur, c'est un film. T'as pas de plaquettes, pardon? Non. Gros comme C'est ça. pas gros. Hein. Bah, vous allez sur le site internet de la CIRAD. Vous avez, c'est un petit film qu'on accroche au mur dans la pièce où vous voulez mesurer le radon, à une certaine hauteur, en hauteur moyenne. Vous le gardez chez vous pendant plusieurs semaines. Et vous le refermez le capteur, Si, vous j'en le ai. renvoyez à la CIRAD. Voilà. Ah, attends. Voilà. Si vous voulez en savoir tout